Et bonjour papa, est-ce que tu peux donc te présenter pour nos internautes? Je suis Tsagé Albert, ingénieur agroéconomiste de formation, actuellement chef de la communauté Bafou de Bertois et représentant de Sa Majesté le chef supérieur de Bafou. Voilà, c'est déjà une très bonne introduction, une très bonne et brève introduction. Actuellement, tu es en tournée en Europe, donc tu as fait pas mal de pays, c'est déjà la France, la Pologne, l'Allemagne où je suis et actuellement nous sommes en Italie. Comment est-ce que tu as trouvé ces pays où tu es en tournée actuellement? Vraiment, la première chose qui me frappe, c'est que le niveau de développement entre ces pays et l'Afrique est tellement profond. Vraiment, le niveau de développement est différent, tellement différent qu'on peut se poser beaucoup de questions. Voilà. Quelles sont les questions que tu t'es posées directement? Bon, la première question qui s'est posée, c'est que quand j'ai observé des ouvrages qui sont construits avant Jésus-Christ, je me suis demandé ce qui se passait chez nous, puisque je sais que dans les années 1900, les gens n'étaient même pas habillés chez nous. Exactement. Donc, du coup, quand on arrive en Europe, on a l'impression que, mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Pourquoi notre développement est aussi en retard? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se développer à cette vitesse, comme par exemple, c'est le cas ici en Europe? Et on va retourner par là justement pour parler de ton activité, parce que comme tu as dit, tu es ingénieur agronome, mais à côté de ton activité de l'État, tu es aussi un businessman dans le domaine du forage. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine alors que tu es ingénieur agronome à la base? Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à le faire. La première chose, c'est que je suis formé dans les risques en agriculture. Ce qui fait que quand je constate que le gouvernement ne peut rien dédommager, quand on a une perte en agriculture, ça me décourage directement. La deuxième chose, c'est que dans l'administration qui m'a engagé, bon, j'ai presque travaillé peut-être pendant 10 ans dans les projets comme représentant comme homologue camerounais. Mais à la fin de ces projets, le gouvernement n'a pas pu me mettre en activité. Ce qui fait que moi-même, avec la formation, le background que j'avais, il fallait que je me débrouille, puisque les gens aussi m'appelaient pour des consultations. J'ai donc commencé à faire des consultations. Par les consultations, j'ai créé donc un bureau d'études qui s'appelait d'abord J-Welfare. Le bureau d'études, après beaucoup d'études, j'ai compris qu'il fallait étendre l'activité à l'application. Ça veut dire qu'il fallait, au terme des projets de développement, ou des évaluations dans les projets de développement, j'ai constaté que le problème d'eau était un problème criard dans nos communautés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une société d'approvisionnement en eau potable dans nos villages. Effectivement, c'est un projet que j'ai trouvé vraiment très louable. Je ne sais plus exactement, quand j'étais une fois au Cameroun, tu m'as présenté donc ce projet. C'était à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de forage comme aujourd'hui. Et puis, comme vous le savez, pour tous ceux qui suivent ma chaîne, je suis dans le domaine de l'immobilier. Et même les projets immobiliers que je suis au Cameroun, plusieurs personnes ont opté pour le forage, quoi. Donc, pourtant, bon, étant petit, on savait qu'il y avait la SNEC qui existait pour distribuer de l'eau. Mais aujourd'hui, tout le monde se replie vers le forage parce que l'eau, c'est la vie. On a besoin d'eau, on a besoin d'eau potable. Mais est-ce qu'avec le forage, on a vraiment cette garantie-là qu'on a une bonne eau à boire? Oui, avec le forage, vous avez d'abord une autonomie. Voilà, justement. L'autonomie d'approvisionnement. Vous êtes loin des problèmes de la SNEC. C'est pour ça que faire son forage, c'est avoir une autonomie en approvisionnement d'eau pour être loin de la SNEC, des Kamwata actuellement, qui vraiment est un problème pour tous les pays. Oui. Et justement, quand on parle de forage, pour moi, j'ai été aussi confrontée à cette situation. Beaucoup de personnes se posent la question, c'est quoi? Bon, beaucoup de personnes ont des problèmes avec les coûts. Parce que justement, pour installer le forage, comme tu as dit, c'est vrai, on installe le forage et après, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Mais après, pour installer le forage, c'est déjà un défi qui est assez important et qui est assez coûteux. Est-ce que ça se justifie sur la longueur du temps de prendre le forage alors en ce moment-là? Je peux vous dire directement que oui, parce que quand vous avez votre forage qui est bien fait, vous avez votre eau en permanence.
Et puis, si vous avez eu la chance d'utiliser une pompe solaire, comme nous utilisons maintenant dans les projets que nous avons à réaliser, vous êtes sûr d'avoir de l'eau. Parce que si vous faites encore le forage et que vous liez encore à Eneo, Cameroun, vous êtes encore sûr que le problème d'eau n'est pas résolu. Parce que celui d'électricité, tant qu'il n'est pas aussi résolu dans les pays, le problème d'eau ne sera pas aussi résolu. Ok, donc ça veut dire que la solution optimale maintenant, c'est de faire le forage et en même temps avoir une pompe solaire. Oui. Voilà. Et juste une estimation, hein, pas vraiment de dire quel est le coût, juste une estimation globale comme ça. Pour faire un forage, disons pour un immeuble de 4 niveaux, combien est-ce qu'on peut être sur combien, ou alors sur quel type de forage est-ce que tu travailles, pour les immeubles ou bien pour les villages, parce que je sous-entends que si c'est pour un village, ça va être un projet qui est encore plus grand, parce qu'il y a beaucoup de personnes à servir. Dans quelle marge de prix est-ce qu'on se retrouve comme ça un peu à la volée? Oui, je peux directement vous dire, vous donner les marges de prix par rapport à l'État et puis par rapport au privé. Ça veut dire que vous devez, bon, l'État, pour un forage à pompe manuelle, avec pompe manuelle, l'État donne 8,5 millions. Pour un forage qui doit approvisionner, des forages qui doivent approvisionner des villages, l'État est actuellement en train de nous donner 45 millions à 100 millions. Bon, maintenant, quand c'est un individu qui a à faire son forage, qui est un forage à pompe manuelle, avec 3,5 millions, il peut le faire. D'accord. Pour approvisionner donc une communauté. Mais si c'est pour une maison, si c'est une maison simple, avec 3,5 millions, on peut faire son forage. Ça veut dire, on perce le forage, on achète une pompe solaire et on fait un petit portique pour porter une bonbonne de 1000 à 3000 litres. Ça, avec 3,5 millions, on peut le faire. Bon, maintenant, quand il s'agit d'approvisionner un village, on est obligé de construire un portique. On dépose une bonbonne de 3000 à 5000 litres, ou bien on construit un château, ou bien un château en béton de 5000 à 30 000 litres. Là, ça, c'est déjà beaucoup de millions. Donc, si c'est 15 000 litres, vous êtes au moins sûr que vous allez dépenser 20 millions. Et ça dépend aussi de la longueur du réseau. Parce que là, à ce niveau-là, on parle d'adduction d'eau. Ça dépend de la longueur du réseau et du nombre de bornes fontaines. Ce qui fait que ça rapproche, quand on fait les bornes fontaines, ça fait que ça doit rapprocher chaque individu de son point d'eau. La norme des Nations Unies étant de maximum que chaque individu doit être au trop à 500 mètres de son point d'eau potable. D'accord, c'est super. Et maintenant, donc, pour que les personnes puissent comprendre, quels sont les projets concrètement, actuellement, jusqu'ici, que tu as eu à réaliser depuis que tu réalises ton activité? Ça fait combien de temps même déjà que tu fais cette activité? Je suis là dans l'activité depuis près de 14 ans. Ok. Oui, bon, les projets que je réalise, bon, on sera obligé de parler des partenaires. Bon, j'ai réalisé beaucoup de projets avec Plan Cameroun. Je ne peux vraiment pas compter les noms. J'ai réalisé beaucoup de projets avec le HCR. Bon, je vous rappelle que quand il y avait la crise centrafricaine des années 2000 ou bien des années 1980, nous, on a réalisé presque la moitié des forages. En ce moment, on avait 2 ateliers de forage. C'était vraiment la situation d'urgence. En Centrafrique ou bien? Non, au Cameroun, puisque les Centrafricains fuyaient la guerre chez eux pour venir dans les trucs au Cameroun. Kenzo, Badan, ainsi de suite, Yokaduma, ainsi de suite. D'accord. Il y a aussi l'UNICEF. L'année passée, nous avons réalisé 14 adductions d'eau pour l'UNICEF. D'accord. Oui. Et au début, tu as dit qu'il y avait des projets de l'État et des projets privés. Est-ce que l'État vous accompagne vraiment sur plusieurs projets? Est-ce que tu as l'impression que le but de l'État, c'est vraiment de faire que dans les villages ou bien partout, il y ait assez d'eau potable? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais vraiment, il reste loin d'être atteint. Faute de moyens. Oui. L'État a des moyens très limités. Ici à la diaspora, il y a beaucoup de projets que je vois souvent, les projets d'eau. On dit par exemple, bon, je vais prendre un autre cas précis. À Bafou, par exemple, j'ai déjà entendu, ça fait au moins 2 ans,
projet au Bafou, projet au ceci, au cela dans les villages. Mais ces projets n'aboutissent pas souvent. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que bon, il y a souvent des cotisations dans la diaspora. C'est vrai que je ne suis pas impliquée dans les détails, mais je vois souvent passer dans les forums qu'on veut lancer un projet pour l'eau et tout ça. Est-ce que c'est un projet que tu peux accompagner, que tu peux savoir comment faire pour mener à bien ce type de projet? Oui, vraiment, c'est une bonne question. Parce que j'ai déjà été contacté beaucoup de fois par la diaspora pour faire l'évaluation des projets ou bien pour donner des factures pro forma. Mais après, comme les gens s'intéressent à leurs intérêts, comme les gens s'amusent beaucoup, ils nous ont pas donné les marchés. Mais je crois que ça leur a pris dans la gorge, comme on dit. Actuellement, nous, quand les gens viennent nous donner des marchés, nous, on les réalise. Et je sais que tous ces mondes-là, quand ils viennent au village ou au Cameroun, ils donnent leur marché n'importe comment. Et c'est pour ça qu'on ne réalise pas. Ils ne se renseignent même pas pour savoir quelles sont les sociétés fiables. Quelles sont les sociétés qui ont déjà même fait des réalisations là-bas, chercher même à voir ces réalisations pour donner leur argent. Ils viennent donner, les gens, les aventuriers viennent, ils mangent. Le problème est que le projet de forage, ce sont des projets qui demandent de gros sous. Et beaucoup de femmes, quand ils entendent qu'il y a les gros sous, ils viennent là-bas, ils font des chantages autour des bailleurs, on leur donne de l'argent, ils partent manger. Donc la meilleure façon, c'est de venir au Cameroun, se renseigner, savoir quelle est la boîte qui fait dans les forages et où est-ce que cette boîte a déjà travaillé. Par rapport à ça, vous confiez votre forage. Donc, si par exemple, quelqu'un est en train d'écouter la vidéo et qu'il a un projet de forage, comment est-ce que vous contactez? C'est Welfare, la société? Oui, la société, c'est Welfare. Donc, c'est Groupe Welfare Chanel. Voilà. BP 118 Bertois. Ou le téléphone, c'est 699 56 80 72. Nous sommes à Bertois et si vous voulez faire vraiment votre addition d'eau, venez même voir les ouvrages que nous avons déjà faits. Ou bien, ne comptez même pas sur les PV que les gens viennent vous donner. Venez voir si vous avez beaucoup d'argent. Ne lancez pas votre argent en l'air seulement. Venez voir ce que la société à qui vous voulez donner l'ouvrage a déjà fait. Voilà, d'accord, c'est vraiment très important. Les informations que tu viens de donner, donc je vais encore mettre en bas de description pour que si quelqu'un est intéressé, la personne puisse directement prendre contact avec Welfare. Oui. Voilà, donc là, on a parlé vraiment du forage, de ton activité comme ça. Maintenant, on va aller un peu dans les difficultés. Quelles sont les difficultés entrepreneuriales que tu as rencontrées jusqu'à présent? Oui, les difficultés. La première difficulté, c'est le problème financier que vous connaissez. Parce que quand on a des moments, nous travaillons beaucoup avec l'État. Et l'État, quand on réalise déjà un grand projet de l'État, vous avez des problèmes parce qu'il faut du temps pour payer. En ce moment-là, il vous faut des crédits bancaires pour continuer. Et les banques au Cameroun ne sont pas aussi faciles à aborder. Donc le problème d'argent est un problème sérieux. Mais nous, on tend déjà mais pour les petits projets, comme les projets individuels, ça nous coûte même pas une grande chose. Mais c'est des projets à partir de 200, 300 millions qui sont vraiment un grand problème pour nous passer. Sauf si ça tombe au moment où l'État nous paye. D'accord, parce que sinon, généralement, il faut préfinancer. Il faut préfinancer. En attendant que l'État verse les sous. Voilà. Voilà, je comprends. Et actuellement, comme tu es ici, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui sont aussi ici et qui veulent lancer des projets en Afrique. Actuellement, comme tu es ici, comment tu fais pour gérer ton business à distance? Oui, non, le business actuellement, nous avons beaucoup de cadres sur place. J'ai mon directeur administratif qui est sorti, au cadre sorti de l'ESSEC au Cameroun. J'ai un ingénieur sorti des travaux publics. J'ai un responsable titulaire d'une maîtrise en droit. J'ai un autre titulaire d'un bac. Les gens qui sont au bureau et qui réfléchissent sur les projets. Bon, maintenant, sur le terrain, il y a les techniciens, il y a des manœuvres, il y a autre chose. Bon, et ces gens dont l'équipe administrative dont je vous parle, ils les gèrent sans difficulté. Voilà, c'est super, c'est vraiment exceptionnel. Donc, ça veut dire que tu as ton équipe sur le terrain en qui tu fais confiance naturellement. Et une des clés, justement, un des problèmes, c'est toujours se poser la question, comment on fait pour trouver des personnes de confiance? Oui, vraiment, c'est la vraie question parce que moi-même, j'ai même été déçu par certains de mes frères.
Ça veut dire que je sais que beaucoup de gens de la diaspora comptent beaucoup sur leurs frères, comme chacun compte beaucoup sur son frère. Mais vraiment, il faut connaître son frère. Quand vous grandissez ensemble, vous devez vous connaître. Ne balancez pas l'argent au village en disant que vous avez donné à votre frère et que l'argent passe se perdre et vous manquez ou se plaindre. Mieux même donner à une société avec un contrat, si bien que si la société ne réalise pas, vous avez la possibilité de l'amener au tribunal. L'affaire de frères dans les affaires, c'est un problème à beaucoup réfléchir. Je ne vous décourage pas parce que j'ai des frères qui m'ont déçu et d'autres qui sont vraiment en train de faire du bon boulot. Donc, réfléchissez beaucoup avant de balancer votre argent dans le pays. Voilà, c'est super. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que l'interview était vraiment très bien. Dans la famille, on t'appelle Papa Bertois parce que je pense depuis déjà Je pense que tu as commencé ta carrière vraiment à Bertois. Bertois, c'est à l'est du Cameroun, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas forcément des Camerounais qui suivent la chaîne. C'est une zone où beaucoup de personnes, où les gens ne s'aventurent pas, où les personnes ne partent pas là-bas. Bon, je veux dire, c'est certainement les personnes comme nous de l'ouest qui sont vraiment loin de Bertois. Est-ce que c'est une zone que tu recommandes pour les investissements? Quel est le développement de Bertois? Comment est-ce que tu trouves cet environnement? Vraiment, je peux encourager tout le monde à venir vers Bertois. Bertois a d'abord une population pacifiste. Ça veut dire que les gens, il n'y a pas beaucoup de jalousie, de haine de la part des populations de base. Et les gens de l'Est, quand ils ne peuvent pas faire quelque chose, ils acceptent que celui qui peut faire, que la personne fasse. Ils ne sont pas des gens méchants, pas du tout. Ils comprennent que le Cameroun, c'est un pays où chacun doit être à l'aise partout où il est. Ce qui fait que par rapport à ça, c'est une zone qui va aller très rapidement. D'accord, super. Je vais dire que pour ma part, j'ai été une seule fois à Bertois, mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois que je serai au Cameroun, je vais profiter pour aller encore. Voilà, et puis ça sera vraiment un plaisir parce que voilà, comme on dit, le Cameroun, c'est un pays en miniature. Oui. Dans toutes les zones, il y a quelque chose à voir. Dans la présentation, tu disais aussi que tu es actuellement donc chef des Bafous de la communauté de Bertois. Comment est-ce que donc tu as observé dans la communauté et la diaspora aussi? Vraiment, j'ai été très satisfait par la communauté, surtout que ce sont les enfants, c'est les enfants de Bertois qui sont en Europe. Vraiment, ils m'ont accordé une réception, je ne peux pas savoir comment leur dire merci. Et surtout à leurs parents, parce que je vois que les réactions des enfants dépendent beaucoup de leurs parents. Quand c'est à Bertois, il y a les parents un peu douteux, des parents un peu malhonnêtes. Tu arrives ici, tu remarques aussi que ça se répercute sur les enfants. Ce qui fait que je remercie beaucoup cette communauté. J'ai eu à rencontrer certaines communautés pour faire des demandes d'aide aux enfants bafous de Bertois. Et beaucoup de gens sont prêts à nous aider le moment venu. J'ai également rencontré mes frères qui ont été prêts pour parrainer le Bafou de Bertois le moment venu. Et je leur remercie d'ailleurs beaucoup d'avance. Parce que quand ce moment-là va venir, je vais leur demander d'envoyer quelque chose. Parce que je souhaite, ce que nous sommes en train de faire à Bertois, c'est de faire que l'enfant de tout le monde puisse aller à l'école. Ça veut dire que même le plus pauvre à Bertois, il doit signaler à la chefferie Bafou à Bertois. Et nous, on lui cherche un parrain en Europe. Et le parrain lui payera la scolarité. Ce qui est le cas actuellement, parce que nous avons beaucoup de bourses de parrainage. Nous pensons que si un Bafou n'est pas seulement caché à Bertois, il ne peut pas manquer d'aller à l'école. Parce que nous, à Bertois, nous souhaitons que nos enfants soient comme les autres Bafous d'ailleurs. C'est vraiment super, un projet vraiment louable pour développer la communauté. Parce que comme vous savez, tout passe par l'éducation. Tout ce qui est important, c'est ce qui se trouve dans notre tête. Et c'est vraiment notre richesse parce que c'est ce qu'il y a dans ta tête que personne ne peut jamais retirer. Et c'est avec ça que on peut comme ça se développer. Voilà. Là, on est comme ça sur la fin de l'interview. Merci beaucoup, papa, de t'être prêté à cet exercice. Est-ce que tu as un mot pour la fin, un conseil que tu peux donner pour nous, jeunes de la diaspora, pour les internautes? Comment est-ce qu'on peut faire pour se développer, pour un jour être peut-être comme l'Europe que tu es en train de voir aujourd'hui? Oui, vraiment, je peux d'abord te dire grand merci pour cette interview. Grand merci pour la réception que toi et tes frères et tes sœurs, vous m'avez accordé ici
pour le tour d'Europe. Beaucoup de gens ne comprennent pas que vraiment quelqu'un comme moi vienne ici dépenser des millions pour faire le tour d'Europe. Parce que tu sais, j'étais à Paris, je suis allé en Italie vers Florence, j'étais à Rome, j'étais au Vatican, je suis rentré, je suis allé en Allemagne, voir le mur de Berlin, comprendre comment les êtres humains pouvaient mal réfléchir en pensant que le mur peut résoudre le problème des êtres humains. Le mur ne peut résoudre que le problème des animaux. J'ai vu ce mur de Berlin et ça m'a fait beaucoup réfléchir. De là, nous sommes partis d'Allemagne en Italie, ici à Milan. Donc je retourne en Italie, mais plutôt à Milan, pour faire la fête de mon ami. Vraiment, je crois que c'est beaucoup d'argent que nous avons mis en jeu. Et vraiment, je vous dis merci à toi et à tous tes frères. Bon, la Pologne, tu sais aussi que nous, on était aussi en Pologne, regardez, un membre de Matsagi qui est là-bas. Et que moi, je ne pouvais pas venir jusqu'en Europe et ne pas voir tous les enfants. J'étais là-bas et vraiment, je suis très content de vous. En ce qui concerne la diaspora, vraiment, je leur conseille de savoir qui sont ici parce que leur pays est en problème. Et il ne faut pas qu'ils oublient ça. Ils doivent savoir qu'ils sont venus ici chercher les moyens, chercher la technologie, chercher l'argent pour rentrer, développer ce pays. Où que vous soyez, il n'y a aucune zone développée chez nous, que ce soit l'ouest, le nord, le sud ou le centre. Où que vous soyez, de quelle zone du Cameroun que vous venez, vraiment, il faut savoir ce que je viens de dire. Vous êtes venus ici chercher la technologie, l'argent pour rentrer développer notre village. Personne ne doit négliger son village. Les Blancs là où vous voyez là, c'est parce qu'ils s'intéressent beaucoup à leur village. Et avec ces investissements, vous devez vraiment rentrer, réfléchir correctement sur les activités à mener au pays. Ne rentrez pas au pays avant de chercher l'activité. Lancez même l'activité au pays avant de retrouver l'activité là-bas. Jusqu'à ça commence déjà à donner les prémices avant d'arriver. Parce que quand vous arrivez sans projet, vous allez mal investir et ça va vous décourager. Vous allez encore rentrer en Europe comme les autres l'ont fait. Donc vraiment, je vous encourage à chercher de l'argent. Et à savoir que vraiment, votre village, c'est le Cameroun, même si c'est sous-développé, même si vous n'avez pas de route là-bas. Les routes là, c'est vous qui, peut-être un jour, allez rentrer faire au Cameroun. D'accord. Merci beaucoup. C'était un très bon conseil pour la fin. Je vous dis comme ça, merci de nous avoir écoutés. Et voilà, à très bientôt, papa. Merci. Je vous remercie, vraiment, grand merci. D'accord.